Savez-vous réellement ce qu'est l'art? Il n'est pas facile d'en donner une définition simple, tant les courants de pensée et les théorisations se multiplient. Et il serait bien erroné de répondre à cette question par sa propre subjectivité. Afin d'élaborer des éléments de réponse, il convient de comprendre quelques notions de philosophie et d'esthétique. Tout d'abord, que signifie le mot art? Art vient du latin ars, qui signifie l'habileté, le savoir-faire, et du terme grec techné, qui désigne la technique, la production. Entendez là le savoir technique. La signification du mot art, comme nous l'entendons de nos jours, montre une évolution du sens, passant de la désignation de la production à la valorisation du résultat. Le mot art a tout son sens dans une pratique pédagogique, car sans la technique, pas d'art, et sans l'apprentissage, pas de connaissances techniques. C'est un artiste, il fait de l'art. Cette phrase a-t-elle vraiment un sens? Elle induit que le spectateur, par un jugement de valeur, attribue une fonction à quelqu'un par l'approbation de son œuvre. Mais pouvons-nous légitimement affirmer cela en nous appuyant sur notre simple avis? Car cette phrase insinue que l'art serait perçu exclusivement par nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher et le goût, et qu'il se doit en cela d'être beau pour nous. Interrogeons-nous sur le mot artiste. Qui est réellement désigné par cette fonction? L'artiste, tout comme l'artisan, est celui qui produit par la matière un ouvrage et par expansion une œuvre. Or, l'œuvre est tout simplement le produit de celui qui œuvre, c'est-à-dire la production de l'ouvrier. Il convient donc de s'accorder sur une première notion. L'art n'est pas seulement le produit de l'artiste, qui serait guidé par sa seule intention ou inspiration, mais résulte du savoir-faire technique qui donne consistance à la pensée par la matérialisation. Mais comment définir le travail de l'artiste de celui de l'artisan ou de l'ouvrier? Les objets usuels, qui sont le produit de l'artisan et de l'ouvrier, peuvent nous sembler beaux, mais pouvons-nous pour autant les qualifier d'œuvres d'art? L'art se doit d'être indépendant du goût. Il convient de différencier ce qui est joli, soit agréable à nos sens, de ce qui est beau. Kant nous aide à comprendre cette différence. Ce qui est agréable, joli, plaît au sens, comme l'odeur d'un parfum ou les formes d'une chaise. Ce qui est beau s'adresse à l'esprit, comme un poème. Ce qui nous est agréable ne le sera pas forcément à quelqu'un d'autre. D'où la fameuse phrase de Nietzsche, des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter. Le beau s'oppose à tout, il est l'objet d'une satisfaction universelle. Il n'est dicté ni par l'agrément, ni par l'intérêt. Le beau n'est pas forcément une chose que l'on comprend, il peut en cela dépasser l'entendement. Ce qui est joli procure donc un simple plaisir des sens, alors que ce qui est beau interpelle le sentiment et l'analyse. La beauté, indépendante du goût, est objective et universelle. Elle dépasse nos propres préférences esthétiques. Tout comme le bonheur est supérieur au plaisir, la beauté dépasse l'agrément. Beaucoup chercheront à donner du sens à l'art. Nous l'avons vu, nous pouvons trouver beau ce dont on ignore l'usage. Et pourtant, notre aptitude à penser s'éveille à sa compréhension. Pour Platon, la beauté égale la vérité, sous des formes différentes. À l'inverse des romantiques, le courant réaliste, né au milieu du XIXe siècle, tend à restituer fidèlement le monde sans sublimation. L'art de reproduire le réel se réfère à la mimésis. Pour Aristote, la mimésis ne se constitue pas la simple reproduction d'un modèle, et ne saurait être qu'une pure création de l'esprit, mais elle est la mise en évidence de la réalité par une construction qui en dégage la signification universelle. Pour Platon, un art qui s'apprête de mimésis nous éloigne de la vérité, il ne serait qu'une illusion.
En cela, l'art se doit d'être la représentation subtile d'un monde que nous ne pouvons percevoir par nos sens. La mimésie est exclusivement le rapport de l'art au réel. Il convient de ne surtout pas la confondre avec le mimétisme, qui définit l'imitation ou l'identification. Mais alors, que serait le but d'une représentation de la réalité ? En s'éloignant du sujet, nous pouvons questionner l'invisible. Ainsi, le réel peut nous apparaître d'une réalité déconcertante. À l'instar de Duchamp, qui revisite la signification de l'usuel, ou de Hooper, qui nous plonge dans les méandres de la solitude, l'artiste tend à nous questionner sur notre propre rapport au monde. Pour Schopenhauer, en rendant le monde objet de la représentation, l'art nous délivre de celui-ci. La production artistique a ainsi une place vitale dans la société. L'artiste serait donc un interprète subtil du monde, révélant ainsi la vérité par des procédés techniques et intellectuels. L'art a le pouvoir de nous inciter à la réflexion et à la compréhension. En ce sens, l'art peut être un exercice qui relève de la contemplation, du questionnement, voire de la provocation. Il irait donc plus loin que l'utilitarisme, doctrine faisant du plaisir le but ultime de l'existence humaine. L'art ne saurait être que superficiel. Ainsi, l'univers ou l'harmonie de la nature ne sont qu'une perception du sensible. Bien que l'harmonie définit et régit la composition, l'artiste insuffle à l'art sa valeur émotionnelle et intellectuelle. Si l'œuvre que je regarde me déplaît, par un jugement qui ne saurait être qu'esthétique, répondant à la simple pulsion de mon goût personnel, elle n'en demeure pas moins être de l'art, qui serait répondre objectivement et universellement à des questions plus profondes.